Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Le Boucher. Nous allons voir dans cette vidéo les différentes techniques de calcul des intégrales. Alors des intégrales classiques, puisque finalement les techniques vont être assez proches, mais également des intégrales généralisées et voir qu'est-ce qui change ou non. Dans les techniques de calcul, je vous rappelle qu'on peut soit déterminer une primitive, alors cette technique ne va pas forcément être revue puisqu'elle est extrêmement classique, soit utiliser l'intégration par partie, qui là ne peut se faire que sur des intégrales sur un segment, vous allez voir ça dans cette vidéo. Et enfin, le changement de variable. On terminera la vidéo par un rappel des techniques lorsque les fonctions sous l'intégrale sont paires ou impaires. Dans ce cas-là, on peut gagner énormément de temps en utilisant les propriétés du cours. Donc pour faire du calcul intégral, pour moi, il y a trois grandes méthodes à maîtriser. La première des méthodes, c'est d'utiliser une primitive. On l'a vu et revu dans les applications précédentes, vous l'avez vu l'année dernière, bref. Dès que vous avez une primitive, vous pouvez calculer directement l'intégrale en utilisant la primitive. Si cela ne fonctionne pas et que vous avez une multiplication dans votre intégrale, on peut regarder l'intégration par partie. Et si enfin cela ne fonctionne toujours pas, eh bien, on va avoir accès au changement de variable. Voilà, ce sont les trois propriétés dans l'ordre auxquelles il faut penser quand vous avez un calcul d'intégrale. Alors, à part ces propriétés, il y a deux techniques qui vous permettent de gagner du temps. Utilisez les propriétés d'intégration avec des intégrales que vous connaissez déjà, notamment si c'est des intégrales impropres. Vous avez vu qu'on a un certain nombre d'intégrales impropres dont on sait s'ils convergent ou pas, si elles sont linéaires, bref, ça peut aller beaucoup plus vite. Mais c'est assez peu fréquent. Et enfin, utilisez la parité, les propriétés de parité qu'on va revoir également, qui permettent d'aller très très vite si vous observez une fonction paire ou une fonction impaire. Alors, commençons par l'intégration par partie. L'intégration par partie, donc je vous rappelle la formule, elle est connue, la démonstration sera faite dans une autre vidéo. Cette démonstration permet de vraiment justifier cette formule, elle est très intéressante. Ça vient de la dérivée du produit. Voilà, je vous invite à regarder cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Il faut savoir bien utiliser ce théorème, donc on va faire un exemple pour savoir bien pour montrer comment l'utiliser, et il faut également remarquer qu'ici les fonctions u et v sont sur un segment AB, donc ce ne sont pas des intégrales impropres que l'on manipule. Alors, on pourrait écrire un théorème d'intégration par partie avec des intégrales impropres, mais il faudrait vérifier un certain nombre de choses, et finalement il faudrait vérifier que tout converge. Donc, autant passer par une intégrale sur un segment, pour ensuite faire la limite comme on a l'habitude. Prenons l'exemple de l'intégrale de 0 à 1 de ln de t. Dans une précédente vidéo, nous disions qu'elle convergeait cette intégrale. Alors, pour le justifier, on va d'abord vérifier que la fonction qui a t ln de t est continue sur 0, 1, ouvert en 0, fermé en 1. Donc il y a bien un problème en 0, soit petit x compris entre 0 et 1. On calcule l'intégrale de x à 1 de ln de t dt. Cette fois-ci, cette intégrale est sur un segment, puisque ln de t est bien continue sur x1, donc il n'y a pas de problème. Alors, on va faire une intégration par partie. Je vous ai dit qu'une intégration par partie, on y pensait notamment si on avait un produit. Or, il s'avère qu'ici, il n'y a pas de produit, mais il faut penser qu'on a 1 fois ln de t. C'est une astuce qui fonctionne de temps en temps et qui, notamment, ici, marche. En gros, je l'ai vu la plupart du temps avec ln de t ou avec arctangente. Ensuite, on va poser u et v. Alors, il faut savoir lequel on souhaite dériver et lequel on souhaite intégrer. Ici, le ln de t, on sait bien le dériver, on ne sait pas l'intégrer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on procède par intégration par partie. Sinon, on prendrait la primitive et on aurait directement le résultat.
Et le 1, lui, on sait le dériver et l'intégrer. Donc, a priori, on va vouloir dériver ln de t et primitiver le 1. Il y a également une méthode intéressante, la méthode alp, qui nous dit dans quel sens on va dériver ou intégrer. Alp, donc c'est pour arctangente ln, p pour puissance, e pour exponentielle, et s pour sinus cosinus. Sinusoïdal en fait. On va, en lisant dans ce sens-là, on va d'abord poser U puis V'. Donc, si j'ai du arctangente, c'est souvent lui qu'on va poser et qu'on va dériver. Si j'ai du ln et une puissance, comme là on a ln et 1, on va dériver ln et on va intégrer la puissance. Si j'ai du ln et du exponentiel, on va dériver ln, on va primitiver exponentiel, etc., etc. Donc on va d'abord poser dans l'ordre des lettres A, L, P, E, S celui qu'on veut dériver, puis celui qu'on veut intégrer. Donc c'est un petit moyen mémotechnique pour savoir dans quel sens poser l'intégration par partie, en tout cas dans quel sens votre intégration par partie a plus de chances de fonctionner. Parce que si vous vous trompez entre U et V', eh bien ça va ralentir vos calculs, bien entendu, puisque vous allez vous apercevoir que ça ne fonctionne pas, et donc qu'il faut aller dans un autre sens, et donc refaire tous les calculs. Donc, on pose U de t égale ln de t. Je vais mettre directement ici que U' de t, c'est 1 sur t, et V' de t égale 1. Alors moi, c'est une des façons, j'aime bien présenter de cette manière-là. Vous avez d'autres façons de le présenter. Il est bon de dire que les fonctions U et V sont de classe C1. C'est une des hypothèses du théorème, donc on le réécrit. On a par intégration par partie à écrire en toutes lettres sur votre copie l'intégrale de xa1 de ln de t dt égale, on va prendre, alors moi je prends la diagonale, du coup, u et v, t ln de t, entre x et 1, moins l'intégrale de x à 1 de ma deuxième ligne, 1 sur t fois t, t sur t. Ce qui donne 1 ln de 1, donc 0, moins x ln de x, moins 1 moins x. Ce qui vaut x moins x ln de x, moins 1. Or, limite quand x tend vers 0 de x ln de x égale 0 par croissance comparée. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de ln de t dt est convergente et vaut moins 1. Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, quand vous obtenez un résultat négatif, demandez-vous est-ce que la fonction à l'intérieur de l'intégrale est bien négative. Ici c'est le cas, ln de t entre 0 et 1 est négative, donc un résultat négatif est cohérent. Si on avait trouvé un résultat positif, c'est là où ça aurait été problématique. Donc la méthode d'intégration par partie est finalement la méthode que vous avez vue l'année dernière. Avec les intégrales généralisées, il faut repasser par un segment, donc on est sur de la méthode classique. Le changement de variable est un petit peu particulier, puisque si la formule et le nombre de choses à faire sont les mêmes, cette fois-ci on peut faire un changement de variable directement.
Et ce qui est intéressant, c'est que par un changement de variable, les deux intégrales, l'intégrale de alpha à bêta de f de x dx et l'intégrale où on a fait le changement de variable, sont de même nature. C'est-à-dire que si l'une converge, l'autre converge, et si l'une diverge, l'autre diverge. Donc on peut faire notre changement de variable, étudier l'intégrale que l'on a obtenue, et puis dire si l'intégrale est convergente ou divergente. Concrètement, la méthode pour faire un changement de variable, il y a plusieurs étapes. Première chose, on va écrire x en fonction de t, c'est la fonction phi que l'on met dans le théorème. Alors, ce théorème, il faut voir qu'il est très complet. Vous pouvez l'apprendre, vous pouvez essayer de comprendre tout ce qui se passe, et on va le démontrer, mais tout ça est quand même complexe. Ici, c'est beaucoup plus important, notamment pour les concours de base de CG, de comprendre comment faire un changement de variable, comment poser un changement de variable. Donc plusieurs étapes, on écrit x en fonction de t. X égale t-5, x égale ln de t. Bref, vous serez souvent aidé sur le changement de variable à poser. On vérifie ensuite que le changement de variable est licite. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à oublier, puisque comme le changement de variable est proposé par l'énoncé, mais normalement, il faut que le changement de variable soit strictement monotone et de classe C1. On écrit ce que va donner le dx, c'est-à-dire c'est la dérivée de phi avec dt, et on remplace trois choses. On remplace le dt avec la formule qu'on a trouvée pour dx, on remplace tous les t par dx, et on remplace les bornes. Et on étudie enfin la convergence. Comme tout à l'heure, on va illustrer le cours par un exemple. On va essayer d'étudier l'intégrale de 5 à plus l'infini d'exponentielle moins t-5 au carré sur 4. Ici, on remarque que c'est presque une intégrale de Gauss, mais l'intégrale de Gauss, c'est l'exponentielle de moins u au carré, ou à la rigueur moins u au carré sur 2. Ici, on va donc procéder par un changement de variable, et on pose le changement de variable. U égale t-5 sur 2. U égale t-5 sur 2, ce changement de variable, donc la fonction qui a t associe t-5 sur 2, qui était la fonction phi dans notre théorème, est strictement croissante et de classe C1. C'est une fonction affine, pour rappel. On a alors du, c'est la dérivée de cette fonction, c'est-à-dire 1 demi fois dt. La limite de t-5 sur 2 quand t tend vers 5, eh bien c'est 0. La limite de t-5 sur 2 quand t tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc ça nous permet d'obtenir les bornes. Donc, l'intégrale de 5 à plus l'infini d'exponentielle moins t-5 au carré sur 4 et l'intégrale, et là je vais faire le changement de variable, donc le changement de variable, 3 étapes. On va d'abord changer du, donc dt, du c'est 1 demi dt, donc dt c'est 2 fois du. On va ensuite changer la formule. Donc tous les t vont se transformer en u avec la formule t-5 sur 2. Donc ici, il nous reste exponentielle de moins u au carré. Je vous rappelle que 2 au carré fait bien 4. Et on va changer, pour finir, les bornes qui ont été trouvées ici. Que donne la formule quand t tend vers 5? Eh bien 0. Que donne la formule quand t tend vers plus l'infini? Plus l'infini. Ce qui nous donne également 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini, exponentielle de moins u au carré du. Cette intégrale est convergente, puisque c'est une intégrale de Gauss cette fois-ci. Donc,
L'intégrale qui nous intéressait est elle-même convergente. L'intégrale de 5a plus l'infini d'exponentielle moins t moins 5 au carré, le tout sur 4, est convergente. Et cette intégrale, eh bien, vaut l'autre intégrale. Est égal à 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins u carré du, c'est-à-dire 2 fois racine de pi sur 2, c'est-à-dire racine de pi. Voilà. Donc conceptuellement, ce qui est différent par rapport aux intégrales sur un segment, ça va être les bornes, où il faut faire cette fois-ci une limite, puisque le changement de variable n'est pas forcément fini sur les bornes, comme ici on a plus l'infini. On finit avec une dernière propriété qui est très utile en pratique, puisqu'on va avoir très souvent ce genre de résultat en probabilité. C'est le cas où la fonction est paire, ou bien le cas où la fonction est impaire. Si la fonction est paire entre moins a et a, alors c'est 2 fois la fonction entre 0 et a. Si elle est impaire, entre moins a et a, ça vaut tout simplement 0. Cette propriété est assez simple si l'on fait un petit dessin. C'est-à-dire que si vous avez une fonction paire, la fonction paire va être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc l'aire qui se trouve à gauche est la même que l'aire qui se trouve à droite. Donc si vous voulez l'aire entre moins a et a, vous avez 2 fois l'aire qui est entre 0 et a. Une fonction impaire est symétrique par rapport à l'axe au point du centre. Donc l'aire qui est ici est exactement la même que l'aire qui est ici. Or, si vous allez de moins a à a, l'aire ici est positive, l'aire ici négative, et donc plus et moins avec exactement la même aire, le résultat c'est 0. Voilà. Si vous avez des dessins, oui, même, bon, ici un petit peu mal fait, mais ça n'a pas d'importance, le but c'est de conceptuellement comprendre ce qui se passe, eh bien, vous retenez ces deux propriétés. Pourquoi en pratique c'est très utile? Alors il y a une subtilité par rapport à l'intégration sur un segment qui est toujours la même finalement avec les propriétés, c'est qu'il faut que les intégrales convergent. Si les intégrales ne convergent pas, on ne peut pas appliquer cette propriété, même si on repère une intégrale impaire. Donc attention, ce n'est pas parce que vous avez une intégrale d'une fonction impaire entre moins l'infini et plus l'infini que ça vaut 0. Il faut que ça converge pour que le résultat fasse 0. Mais c'est très intéressant puisque on a ici donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini d'exponentielle moins t carré sur 2 dt. Cette intégrale, on ne sait pas si elle converge, mais on sait que l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins t carré sur 2 dt converge et vaut racine de pi sur 2. La fonction qui a t associe exponentielle de moins t carré sur 2 est une fonction paire. Donc, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini d'exponentielle moins t carré sur 2 dt converge et vaut 2 fois racine de pi sur 2. C'est-à-dire racine de 2pi. Et voilà un résultat qu'on aurait pu mettre à apprendre par cœur dans le résultat des intégrales de Gauss. Vous pouvez apprendre ce résultat, on va en avoir besoin d'ailleurs dans un prochain chapitre sur les probabilités. Mais on peut le retrouver assez facilement avec cette histoire de parité. De la même façon, si vous regardez l'intégrale
de moins l'infini à plus l'infini de t exponentielle moins t carré dt, bah, cette fonction à l'intérieur est impaire. L'intégrale est convergente en utilisant par exemple, alors soit on peut la calculer cette intégrale, soit on peut aussi utiliser des propriétés comme le petit o, hein. T exponentielle de moins t carré, c'est un petit o de 1 sur t carré. Pourquoi? Parce que si je divise par 1 sur t carré, en fait par croissance comparée ça tend bien vers 0, c'est l'exponentielle qui l'emporte, etc. Et en utilisant cette méthode, on voit que l'intégrale de 0 à plus infini donc, est convergente. Comme c'est une fonction impaire, que l'intégrale est convergente, eh bien, l'intégrale de moins infini à plus infini est convergente aussi, et elle vaut 0. Donc là, on a directement que le résultat, c'est 0, et on n'a pas besoin de faire de calcul. Or, ce résultat arrive assez fréquemment en probabilité, et donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut repérer pour éviter de faire tous les calculs. Voilà les 3 techniques avancées de calcul d'intégrale. Il faut les maîtriser parfaitement si vous voulez pouvoir maîtriser le calcul intégral, bien entendu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur le forum de la classe.